Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Activate. Certains la trouvent prétentieuse, d'autres la trouvent sympa, on trouve ses formes attrayantes, mais l'essentiel est ailleurs. Où, me direz-vous? Dans le fait tout simple que Marianne James est d'abord une artiste virtuose, pouvant nous balader du rire aux larmes, du jazz au rock. Originaire de Montélimar, fille de pâtissier, ce côté fille de pâtissier t'a donné des rondeurs après l'enfance, parce que t'as eu quand même quelques problèmes de santé, et t'as été anorexique à un moment de ta vie, Marianne James. Enfant toute petite, je suis anorexique. À 5 ans et demi, opération des amygdales. Changement de comportement, la petite fille qui était maigre, souffreteuse, qui ne parlait pas et qui ne faisait que pleurer, devient ouverte à la vie, gourmande, souriante et surtout très volubile. Tout d'un coup, le museau, la bouche est ouverte. Les mots sont venus, la gourmandise, les kilos, jusqu'à un poids. Alors là, je suis montée à presque 133 kilos, quelque chose comme ça. Est-ce que t'allais dans la pâtisserie piquer des... Je faisais pire que piquer à la pâtisserie des bonbons. Le matin, je passais, au lieu de passer par le laboratoire en sortant de l'appartement, je passais par la boutique. On avait des blouses avec notre nom écrit dessus. Et dans les 2 poches de ma blouse, je prenais 2 poignées de bonbons dans un énorme présentoir à bonbons que ma mère avait. Papa était pâtissier, maman était la femme du pâtissier, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de toute la mise en place des gâteaux et de la décoration. Elle avait créé une énorme corbeille. Et les bonbons que je préférais, j'en prenais une poignée dans la poche droite de ma blouse d'école et une poignée dans la poche gauche. Et quand arrivait la récréation, on jouait à mes jeux. Parce que c'est moi qui avais les bonbons. Ah, j'adore. Déjà, un petit monstre à l'école. Augenblick. James, Marianne James, c'est pas tout à fait ton vrai nom, c'est un pseudo. Est-ce que James a un rapport avec ta famille? C'est pas quelqu'un de ta famille? C'est pas ton parrain? C'est exactement mon parrain, Pierre Jam. Voilà, il nous a quittés il y a quelques années. Et donc j'ai pris son nom. Et moi je trouve que Marianne Jam, ça sonne bien, parce que dans Marianne Jam, ce jam, c'est ce qu'on appelle une jam session. Et comme je faisais que du jazz à l'époque, le jazz, Marianne Jam, je trouvais que ça faisait presque anglo-saxon. Bon, entre-temps c'est devenu James. Donc j'aime beaucoup ce nom Marianne James. Je trouve que ça me va bien, mais en effet c'est pas le mien. Alors pourquoi ne pas avoir gardé le tien justement? Mais parce qu'il était imprononçable. Je l'aime beaucoup. Mon père, il a tout à fait compris. Il ne s'est jamais vexé que je ne garde pas son nom. Ma mère a plus été froissée, mais mon père, non. Un instant, Augenblick. Ton enfance, c'est une enfance, quand tu as le regard maintenant de l'adulte sur l'enfance, c'est une enfance comment? Une enfance de fille de bourgeois dans les années 70. Dans la Drôme, une charmante ville, une famille assez extravagante quand même. Un père et une mère assez extravagants. Avec une sœur aussi. Ah, la sœur. Pascal, ma sœur. À l'époque, elle est peintre, artiste peintre, complètement déjantée. À cette époque-là, j'ai 4 ans de moins qu'elle, je suis déjà toute boulotte. Moi, je vais plutôt au renouveau charismatique catholique d'Aix-en-Provence faire des nuits de prière, et elle sort en boîte. Elle en a rien à faire de cette petite gamine croyante, cette petite boule qui est toujours en train de dire « les parents vont dire ça ». C'est pas l'amour fou, et pourtant, c'est mon idole. Augenblick. Si demain, je perds 50 kilos, je pense que de Marianne James, il en est fini. Alors peut-être que Marianne Civic, la citoyenne, celle dont tu connais le nom, Civic, redeviendra une citoyenne qui va très bien. Mais moi, je perds ça, de Marianne James, plus personne ne me reconnaît. Mon identité est comme celle d'Hitchcock. Une grande lionne au grand pas, une sorte de Valkyrie avec ses seins qui avancent avant elle. Quand un mec te regarde avec insistance, il regarde à ton avis la personnalité connue ou il te regarde toi et il se dit tiens, cette gonzesse est belle? Alors, c'est très vite répondu. En France, il y a 9 chances sur 10 pour que cette personne me connaisse par la télévision, donc il a une vraie curiosité. Donc bien évidemment, il vient pas tout à fait pour les bonnes raisons. Oui, mais j'ai la grande chance d'aller à l'étranger. Et quand au Brésil, un homme pose ses yeux sur moi, c'est que je lui plais. T'aurais pu être noir? Oui. Tu crois pas que j'ai un peu d'ADN de black? Tu crois pas que j'ai un peu du Whoopi Goldberg en moi?
c'est pas seulement mon admiration pour elle. Tu penses pas que quand je joue des percussions ou quand je jam sur tu me manques tant et 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 oh jalouse de toi je resterai, tu vois, l'idée de slammer, rapper en tant que blanche qui aurait plutôt étudié Mozart. J'avais 100 mois, c'est ma mère qui a donné ça. C'est évident que je suis métisse quelque part. Pas parce que je me suis fantasmée africaine, mais je ressemble quand même pas à une suédoise. Enfin, j'ai plus d'ADN de malienne ou de camerounaise que de suédoise. Non, regarde, il y a du sarrasin en moi. Il y a du sarrasin, il y a du kabyle. Tu vois bien la tête que j'ai. Je ne ressemble pas à une française quand même. T'es heureuse ou tu te forces à être heureuse? Je suis heureuse. Hervé, avec ou sans l'amour, je suis heureuse. Je te le dis droit dans les yeux, avec ou sans lui, je suis heureuse, je me suis écrit, j'ai compris quelque chose et ça sera toujours ouvert. Et du moment que tu es open your mind, c'est quand même dommage de laisser cette signature-là à des vendeurs de baskets. Que l'âge au moins nous apprenne ça. Quelles sont les qualités de tes amis et comment tu les choisis et quelles qualités ils doivent avoir? Honnêteté, ténacité, un peu les caractères que je peux me trouver être assez honnête, tenace, drôle, bien évidemment. Alors moi, je dois dire que ce qui c'est l'humour, la goule. C'est qu'ils ont de l'humour, ils ont du recul sur eux-mêmes, de l'éducation, de la culture. Donc on est chez des gens intelligents, mais qui se la pètent pas. Tu en as beaucoup d'amis? Très peu, très peu, sur les doigts d'une main. Augenblick. C'est un personnage haut en couleur. Elle s'appelle Marianne James. Vous l'avez peut-être connue quand elle était dans le jury de la Nouvelle Star. Vous l'avez peut-être connue lorsqu'elle était aussi l'actrice principale d'Ulrika von Glott. Ulrika von Glott. 11 ans en tout, presque 1200 fois. Et puis après, tu passes dans ce jeu télévisé, à la recherche de la Nouvelle Star. Cette émission de télé, ça a été quoi finalement pour toi? Une forme de reconnaissance, que ton nom soit enfin reconnu? Parce que Ulrika, c'était connu, mais je veux dire, ça remplissait effectivement bien les salles, mais tu n'étais pas une star, entre guillemets. Personne savait qui j'étais, personne ne m'aurait reconnu. Celle qui était connue, c'était la marionnette, c'est-à-dire cette travelotte géniale d'Ulrika von Glott que j'aime et que j'aime toujours et que j'aimerais toujours. Est-ce que tu aimes encore rugir? J'aime rugir de plaisir, rugir de colère. Je me suis vue dans des colères, on me les a montrées. Je me trouve particulièrement belle quand je suis en colère. Voilà, moi j'aime mon visage. Tout d'un coup, cette grande femme d'1m80, tous ces kilos, les gestes que je fais, tous ces mots deviennent cohérents dans la colère. Il y a des gens qui ont cette capacité à se mettre en colère. Moi, je m'aime beaucoup quand je suis dans la colère. Et ton histoire musicale est assez curieuse parce que c'est vrai que vous habitez à Montélimar dans un appartement où en dessous il y a un professeur de guitare dont le fils sera célèbre et hélas plus de ce monde. Quand j'ai voulu faire des cours de guitare à l'âge de 11 ans, mon père m'a dit on va aller chez Tony. Tony, il est vraiment à 65-70 mètres de la pâtisserie. Il a sa boutique à lui, qui est une boutique il vend de la partition, du disque, et, de l'ocarina et de guitare, quoi. Hein, tu vois, genre petite boutique de musique en province. On rentre dans la boutique. Voilà, salut Tony. Ah Maurice, comment ça va? Maurice, c'est mon père. Ben voilà, Marianne veut aussi un peu la guitare. Ouais, il y a la guitare de mon frère là, Danny, le frère de mon père, donc toujours avec lui. Et là, je tombe dans la famille d'un certain Tony Petrucciani. Et très rapidement, le premier cours, il me présente son fils, Michel Petrucciani, qui lui aussi a 11 ans. Il se trouve qu'on a le même âge et que je commence, et j'allais le mercredi après-midi et le samedi après-midi faire 1 heure de guitare avec Tony, le papa, professeur, Louis, le grand frère, à la contrebasse, Michel au piano et moi à la guitare. Donc c'est souvent que j'ai bossé en trio avec eux. Le petit, il n'avait pas de copains ou de copines parce qu'il n'allait pas à l'école, parce qu'il avait déjà cette maladie qui l'atteignait gravement. Donc sa maman le portait, le père le portait, ils montaient pas les escaliers, ils passaient leur temps à porter le fils et à le mettre assis au piano. Et donc j'ai appris le jazz, Billie Holiday, Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald, dans une haute famille intellectuellement et musicalement plus que douée. Car si le gamin était un génie, c'est qu'il y a eu le père avant. Hein. C'est vraiment comme dans Mozart. Pour avoir Wolfgang Amadeus Mozart, il a fallu Léopold avant. Et ben dans la famille Petrucciani, pour avoir Michel Petrucciani, il fallait bien qu'il y ait Tony avant, car c'est Tony qui a vraiment élevé musicalement son petit. Ta carrière d'artiste, Marianne James, c'est une carrière de touche à tout. En fin de compte, moi quand j'ai 11 ans, non seulement je m'inscris à la chorale du lycée, en même temps je suis déjà avec les Petrucciani où je fais du jazz, où l'air de rien avec la guitare on touche quand même à Duke Ellington, Sarah Vaughan, mais aussi à du jazz, bebop, à des choses plus modernes. On touche à tout et en même temps je chante du Vivaldi. Il y a la petite Marianne qui fait du jazz ou du rock et la petite Marianne qui fait la chorale.
Même je suis pas tout à fait la même personne. Mais je vais de l'un à l'autre sans me poser de questions. À 18 ans, je continue. J'arrive à Paris, je continue. Je passe des auditions dans des cabarets pour faire chanteuse de jazz. J'ai une voix souple, libre, parce qu'à côté de ça, je fais du lyrique. Je fais du lyrique et j'étudie Tosca, j'étudie Fior di Ligi dans Così fan tutte, Norma, j'étudie tous les grands rôles, je les apprends, j'apprends l'italien, j'apprends l'allemand vraiment pour régler les problèmes de diction, l'anglais bien évidemment pour le jazz. Et là on commence à me dire, et c'est à Paris qu'on commence à dire, Marianne, il faut choisir. Et il faut que tu choisisses, Marianne, ça ne marchera pas. Et ils n'ont pas eu tort, hein. Ils n'ont pas eu tort puisque ni le jazz ni le lyrique n'a marché pour moi parce que j'ai jamais choisi. Parce que c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. C'est la vie ou la vie, et ben c'est la vie et la vie. Je ne savais pas que j'allais faire de tout ça ma chose à moi. Mon style à moi. Et oui, dans un récital, je peux chanter du Camille Saint-Saëns, comme je peux chanter du Duke Ellington, du Marianne James, passer par Marilyn Monroe, revenir à Oasis, vous faire un sketch. Voilà. Alors c'est peut-être touche à tout, mais c'est surtout unique. Ce stand-up musical que je crois que tu as vu, Hervé, il était unique. Je connais pas beaucoup de gens qui font ça. Au Gunblick. Comment tu vis avec tes rondeurs? Allez, parlons-en parce que c'est une question bateau, mais tu aimes bien en parler. D'abord, pendant 11 ans, j'ai rajouté des rondeurs. Pendant 11 ans, j'ai porté 10 cm de talon, un chignon de plus de 15 cm, 1,67 m de tour de poitrine et 2,07 m de tour de hanche. J'ai joué à la surdimension. Du coup, quand j'ai enlevé le costume d'Ulrika, je me trouvais toute presque palote. Tu vois, non, c'était faux. T'en es où avec tes rondeurs maintenant alors? Une femme ronde doit être aussi tendance. Je vais te dire juste une chose, Hervé. J'ai une copine qui est très mince, qui est mal dans sa peau. Elle est ce qu'on peut appeler une vilaine femme, d'accord? Il existe des femmes rondes, mal dans leur peau, qui sont vraiment pas très jojo, et des femmes rondes qui sont bien dans leur peau, qui sont juste très belles. Est-ce que tu penses pas justement que tu en rajoutes un peu là-dessus et que tu te t'auto-persuades que tes rondeurs te rendent belle? Non, pas du tout, parce qu'on me le dit souvent. Honnêtement, la première chose qu'on me dit, c'est en début de rencontre dans la rue, une fan ou en sortie du théâtre ou dans ma vie, c'est « vous êtes belle, vous êtes plus belle qu'à la télé ». Ça, c'est des choses que j'entends tout le temps. Et on me dit d'abord « vous êtes belle » et la deuxième chose, c'est « ne changez pas ». L'air de dire « si vous êtes cette femme que l'on croit que vous êtes, ici, ne changez pas ». Ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est une mission beaucoup plus difficile parce que ne pas changer, ça veut dire être droit dans ses bottes, savoir regarder droit dans les yeux des gens. Change pas dans le cœur, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Si l'argent ou le nom te vient, ne change pas, ne nous tourne pas le dos, ne te mens pas à toi-même. T'es un peu rude parfois, mais ne change pas. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, mais c'est des gens qui m'aiment qui me disent ça. Est-ce que t'as maigri parce que t'as eu peur de pas vieillir? Je vais te dire ce qui s'est passé. Tous les étés, tu le sais déjà, je fais une marche importante sur un chemin que j'aime beaucoup, qui va vers Compostelle, Saint-Jacques-de-Compostelle. Je le fais pas en entier. Il y a un tronçon que j'aime énormément. Il est assez facile. Il est dans le Massif central. On y rencontre des gens merveilleux. Parfois, on n'y rencontre personne. Je sais que mes jambes marchent, ma tête va mieux. Mais avant d'arriver à cet endroit-là, il faut monter un moment. Il faut monter. Je me suis arrêtée au bout d'1 kilomètre sur ce rocher que j'aime bien, parce qu'à la vue déjà, la première vue est belle, et j'ai pleuré tout mon sou. Je ne pouvais plus avancer, ni mes chevilles, ni mon cœur. J'ai dû renoncer à cette balade parce que mon corps, je n'arrivais plus à porter mes kilos. Me voilà à pas pouvoir monter cette colline. Je suis redescendue, je suis allée à la voiture, j'ai fini de pleurer dans la bagnole parce que là, je me sentais à l'abri. Et ben à partir de là, j'ai compris que je pouvais pas aller plus loin, j'étais arrivée à ma limite. Voilà, j'ai maigri. Voilà, j'ai fait un régime, je les ai pas repris, j'ai perdu 25 kilos. Je me suis remis à faire de la marche, mes articulations vont mieux, je me suis mis à faire de la danse, j'ai refait l'amour alors que je le faisais plus. Non, je disais que ça allait bien, mais honnêtement, ça allait pas bien. Alors qu'aujourd'hui Au Gunblick.